L'alchimiste en question se nommait Sieur Morgenstern. Le magicien expliqua à Kémia que c'était un ermite, plus préoccupé par ses expériences que par la société des hommes. Il occupait la seule tour coiffée d'un toit en pointe, un toit qui avait, à cause de ses travaux, dû être reconstruit plusieurs fois. Ses dernières recherches portaient sur une poudre explosive, mais les résultats jusqu'ici s'étaient avérés décevants et avaient surtout provoqué les explosions de colère de Galatea qui était obsédé par l'ordre et la propreté. Houck revint peu après. « Il y a encore quelques ajustements à effectuer, annonça-t-il. »« Il n'a donc pas réussi ?» en déduisit Von Moirok. Houck secoua la tête en s'asseyant dans son fauteuil. Sortant de sa poche une pipe, il s'adressa à Kémia. « Où en étions-nous » Je vous demandais pourquoi les dieux étaient représentés sous une forme animale, lui répondit Kémia, assise à la table. « Ah oui, eh bien parce qu'avant d'être des dieux, ils n'étaient que des chevaliers, et un jour, chacun s'est vu attribuer un totem par un chef nomade. Il leur a offert des pendentifs en bois représentant l'animal qu'ils voyaient dans leurs yeux. Et comment sont-ils devenus des dieux alors ? Lorsque Liak est mort, reprit Houck, les autres ont fait sculpter un buste de cheval, son emblème, et ils l'ont placé dans une grotte. Au fur et à mesure, les bustes de ses compagnons ont été ajoutés. Cette grotte, pour leurs proches, est devenue un lieu de recueillement, une sorte de sanctuaire. Au début, peu de personnes connaissaient son existence. Puis, de plus en plus de gens sont venus et certains idolâtres ont commencé à raconter divers récits qui sont devenus les lignes du grand mythe. Expliqua-t-il d'un ton désabusé. Vous semblez bien connaître leur histoire, remarqua Kémia. En effet, dit Houck, puisque nous les avons connus. Yvonne Warrock et moi, nous avons participé avec eux à l'Innes, à la guerre contre les ténèbres. Kémia fronça les sourcils. Mais c'était il y a 500 ans. Vous n'allez pas me dire que vous êtes immortel ? Si, répondirent les deux hommes. Elle resta abasourdie. Mais Houck n'était pas troublé. Il poursuivit, mais ce n'est pas de cela que nous voulions vous parler. Père Frédéric a-t-il mentionné le Taniltigurn ? Oui, mais je n'ai pas tout compris. Qui c'est exactement ? Son vrai nom est Kuluakuma. C'est le fils de feu le roi Conrad. Il est arrivé au pouvoir il y a près de 16 ans, amenant avec lui des malédictions et réveillant ces monstres que les dieux, visiblement le mot le gênait, avaient repoussés dans l'ombre. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il agit au nom des démonies pagani, qu'il honore et auxquels il veut rendre leur monde d'avant. Sa principale ambition est d'anéantir la race humaine. Les liards sont ses exécutants. Père Frédéric m'a dit qu'avant d'être des liards, c'étaient des hommes ou des elfes. Oui, la plupart du temps, ce sont de pauvres hères qui ont accepté d'être transformés pour échapper à la mort ou pour sauver leur famille. Mais d'autres se remettent volontiers entre les mains de Kolo Akuma, excités par l'idée de semer la terreur. J'en ai vu un avec une hache plantée dans le crâne, se rappela Kémia. Il avait l'air d'un démon. L'apparence d'un liard concentre la personnalité de ce qu'il était autrefois. Comment ça ? Plus un homme commet de crimes, plus le liard qu'il devient est laid. Celui dont vous parlez a sans doute jadis tué quelqu'un en le frappant avec une hache sur la tête. Kuluakuma en fait des machines à tuer, avides de guerre et de sang, anéantissant en eux la moindre parcelle de raison. Les autres, ceux qui résistent, qui sont trop faibles à ses yeux, sont exécutés dans les conditions les plus abjectes. D'accord, et les liards sont les seuls alliés du Kokumtan du truc là ? Non, son pouvoir et ses ambitions lui ont attiré le soutien des vampires, des elfes sombres, des gobelins ou des trolls, mais surtout de 2 puissants sorciers, Ondrej et le Tenvalver. Père Frédéric vous a-t-il parlé d'Ulfuido, le fils de Saul ? Enchaîna Yvonne Warrock. Kémia secoua la tête. Non ? Qui est-ce ? C'est celui que l'on surnomme le Tenvalver. Kuluakuma ordonne, lui il accomplit. Il forme et commande les liards, ce que vous avez vu en venant. Les villages détruits, les corps, les gibets, c'est lui. Un homme dont on dit qu'aucune pitié ne peut l'arrêter. Et l'autre sorcier ?
C'est Ondrej, répondit Houck. Personne n'a jamais vu son visage. Il le cache derrière un masque d'or, ou qui a la couleur de l'or. C'est le maître de la pierre de Sheed, une pierre au pouvoir destructeur qui jusqu'il y a quelques semaines avait disparu. Elle a été retrouvée? À cause de vous? Cette réponse figea Kémia. Moi? Vous vous souvenez de la prophétie? Père Frédéric vous en a parlé? Vaguement. Une prophétie qui dit ceci: quand l'enfant sera sauvé des eaux, la pierre de Sheed réapparaîtra, et du sud, le chevalier reviendra. Quand l'enfant sera sauvé des eaux contre son maître, le serviteur se rébellera, le dragon noir s'éveillera, et des montagnes, le prisonnier descendra. Quand l'enfant sera sauvé des eaux, le seigneur des ténèbres disparaîtra. Un profond silence succéda à ces paroles. Mais, balbutia Kémia, vous croyez vraiment qui est cet enfant? Si j'avais pas raconté cette histoire de sauvetage à Père Frédéric, je l'aurais laissé au plus proche village, je serais rentré chez moi, personne n'en aurait jamais rien su. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il s'est passé, se permit de rappeler Yvonne Warrock. Vous n'allez tout de même pas me dire que j'étais prédestiné à venir ici, hein? N'allez pas me parler de prophétie d'enfants nés fin juillet ou de filles d'Ève ou je sais pas quoi? Non, mais affirmer que vous avez une propension naturelle à la curiosité et à chercher les ennuis me paraît irréfutable, glissa Houck dans un sourire. Il marquait un point. Kémia avait effectivement le don de se mettre dans les situations embarrassantes. Bon, admettons que ce soit ma faute et qu'avoir sauvé Ié déclenche tout ce que vous avez dit. Pour le reste, je ne vous sers plus à rien, aussi peut-être que je pourrais rentrer chez moi, suggéra-t-elle en se levant. Et comment ferez-vous? L'interrogea Houck. Comment ça, comment? Comment comptez-vous rentrer chez vous? Repassant sous une arche? Les arches ne fonctionnent que dans un sens, pas dans l'autre, lui apprit Houck. Elles sont capricieuses et possèdent des pouvoirs inexpliqués. C'est-à-dire? Le moyen de nous comprendre, par exemple. Nous parlons le sardaménien vulgaire, qui est un mélange de vieil anglais, de vieux français, avec quelques mots de norrois ou de divers patois. Vous êtes passé sous l'arche, et comme vous le voyez, je vous comprends, vous me comprenez. Pourtant, nous ne nous exprimons pas dans la même langue. D'accord. Mais alors, avec ces pouvoirs, l'arche peut bien me faire rentrer chez moi? Ce n'est pas aussi simple. Quelques personnes seulement, dont je fais partie, peuvent passer d'un monde à l'autre sans problème. Je vous aurais bien ramené, mais la plus proche d'entre elles est à des dizaines de lieues et les liards nous auront arrêtés avant que nous n'ayons franchi les limites du domaine. Kémia retomba sur le banc, abattue. Mais alors je fais quoi? Est-ce que je vous servirai à rien? Le temps nous le dira, professa Yvonne Warrock. J'ai besoin de... Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais dormir? Les deux hommes se consultèrent du regard, et Houck, sortant une clé de sa poche, lui indiqua de prendre la chambre qui se trouvait en haut de la galerie.